Imagemo. 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 Bonjour, ici Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 10 mai 2026. Toujours très heureuse de donner la parole à des créateurs, des créatrices qui écrivent les livres pour les enfants et les jeunes, au personnel des écoles qui placent la littérature jeunesse au cœur de leur travail, ainsi qu'à des élèves lecteurs passionnés. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on rencontre une partie de l'équipe de l'école Jacques Ouellette, le seul établissement francophone qui offre un enseignement spécialisé aux élèves ayant un handicap visuel. Des gens engagés, passionnés, qui ont à cœur entre autres, de rendre la lecture accessible. Mais d'abord, en première partie, je m'entretiens avec Karine Paquin, autrice prolifique et hyper connue des jeunes lecteurs et lectrices. Avec elle, on parle du défi de lecture qui porte son nom. Et c'est Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse parce que dans les livres jeunesse, il y a des images, il y a des mots qu'on lit et dont on parle ici à voix haute. Bonjour, je m'appelle Oscar, j'ai 14 ans. J'aime lire les livres de camions très grands. Je m'appelle Élodie, j'ai 18 ans. J'aime lire parce que ça occupe mes temps libres. J'adore les livres de romance. C'est une nouvelle expérience que j'essaie. J'espère que je vais adorer et je les ai achetés au Salon du Livre. Je les ai même fait signer par une autrice. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois l'autrice prolifique Karine Paquin. Bonjour Karine. Bonjour. J'ai précisé prolifique, Karine, parce que vous en êtes à presque 100 livres publiés, ou du moins c'était l'intention pour 2026. Vous êtes hyper populaire et couru dans les salons du livre. Vos jeunes lecteurs, lectrices font la file pour vous rencontrer. J'aimerais que vous me permettiez, pour les quelques auditeurs, auditrices qui ne vous connaissent pas encore, de vous présenter, Karine Paquin. Vous avez écrit près d'une trentaine de pièces de théâtre et, je l'ai déjà dit, une centaine de livres. Vous êtes connue notamment comme l'autrice de plusieurs livres, albums et séries. J'y vais là en 6 grandes catégories. Le premier livre jeunesse, publié en 2013 aux éditions Pochette, La vie rêvée de Crapaud la grenouille, illustré par Laurence Dechassé. Pour les 14 ans et plus, les séries de romans L'Asile du Nord chez Boomerang, Coupable chez Les Malins, La triple vie de Charlie chez Michel Quintin. Pour les 10-14 ans, les séries de romans La théorie ratée de l'évolution, coécrite avec Chloé Varin chez Les Malins. Puis là, confidence, ça c'est ma préférée. Il y a aussi Full Texto avec Manuel Côté chez Boomerang et Ella avec Sabrina Gendron chez Boomerang aussi. Pour les 6-10 ans, les séries L'île d'Ophélie chez Boomerang, publié chez Quintin, Michel. Les petits casse-cou avec Geneviève Guilbeault et Jean-Philippe Maurras chez Boomerang. Et Les petites étoiles avec les mêmes personnes, Geneviève Guilbeault et Jean-Philippe Maurras chez Boomerang aussi. Pour les 3-6 ans, les séries La ferme de la Haute-Cour avec Laurence Dechassé chez Michel Quintin. L'école des super-héros, des BD avec Mathieu Benoît chez Quintin aussi. Et en plus de quelques hors-séries pour les petits, Le secret des monstres heureux et Attelage recherché. Ça, c'est une histoire de Noël avec Valérie Desrochers chez Les Malins. Et pour les plus vieux, Les méchants pétards avec Manuel Côté chez Andara. Ouf! J'ai réussi. Puis j'ajoute que vous êtes né à Val-d'Or et que vous avez grandi dans la ville de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue. Vous avez un diplôme d'études collégiales en arts et lettres, un en théâtre et un dernier en technique d'éducation à l'enfance. Vous êtes également diplômé en enseignement préscolaire et primaire et vous avez donc enseigné pendant près de 10 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a poussé la petite fille qui avait des difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture à l'école à vouloir devenir enseignante? Oh là là! C'est une bonne question. Oui. En fait,
tout mon parcours académique, au départ, était vers les arts. Là. J'étais vraiment une fille de théâtre. Je voulais aller en théâtre et toute ma vie tournait autour de ça. Je voulais être dramaturge, je voulais écrire de la dramaturgie. Bon, puis l'enseignement, ça vient au moment où je réalise qu'être une artiste, c'est difficile, puis que écrire des pièces de théâtre, ça sera pas un métier. Ça sera pas un travail. Donc, il y a un moment donné où, on réalise que écrire, c'est une passion à la base qui pourrait devenir un travail, mais qui a très, très, très peu de chances qu'on y arrive. Alors, il faut un backup. Ça fait un plan B comme ça. qui est devenu le plan A. C'est pas le plan B, exact. Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai toujours, à la base, même quand j'étudiais en théâtre, j'étais toujours portée vers le théâtre jeunesse. Adolescente, j'adorais garder des enfants. L'enfance, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup fascinée, intéressée. Et au-delà, même l'éducation, c'est quelque chose qui était assez naturel chez moi. J'avais travaillé dans un camp de vacances. J'avais beaucoup aimé être avec les petits. Donc, c'est un peu en devant me trouver un plan B que je me suis tournée un peu vers l'éducation. En faisant ma technique d'éducation à l'enfance d'abord. Puis en technique d'éducation à l'enfance, j'ai découvert une passion là, réelle. Puis même que là, je me suis dit, j'en veux plus. Et c'est là que je suis allée au bac en enseignement. Puis en même temps, c'était une façon pour moi d'amener l'école. Au secondaire, ça a été quand même... Le début de mon secondaire était assez difficile. J'étais tannante. C'est ça. Je prenais de la place. Puis en même temps, j'étais pas super bonne en français. Vous l'avez dit, moi, je suis dyslexique, dysorthographique. J'ai jamais eu vraiment de problème à la lecture, honnêtement. C'est pas là que le bas blesse chez moi. Là. C'est vraiment à l'écriture, au niveau des fautes et puis les B, les D. Bon, le classique de la dyslexie là, que vous connaissez, mais donc l'écriture pour moi était difficile, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours adoré raconter des histoires, mais on me tapait beaucoup sur les doigts à cause de mes fautes, je perdais énormément de points, mais j'ai réussi à passer mon français grâce à mes exposés oraux, puis tout ça. Donc là, c'est ça. Donc l'éducation est venue dans, j'aimerais ça peut-être apporter ma vision à moi de l'éducation pour les personnes qui sont comme moi, qui sont pas d'emblée, qui ont des pour qui c'est pas facile d'apprentissage et de comportement aussi. Oui, puis qu'est-ce que vous leur diriez à certains des enseignants que vous avez eus dans votre parcours scolaire, là, à ceux qui disaient que, j'ouvre les guillemets, là, que vous ne vous forciez pas? Déjà, à leur défense, disons-le comme ça, moi, je suis une enfant des années 80, donc dans les années 90 au secondaire, les profs connaissaient pas beaucoup ça, les troubles d'apprentissage, c'était pas quelque chose qui était connu vraiment. Donc, c'est assez récent là, qu'il y a des études, qu'il y a de la recherche là-dessus. Donc, à leur défense, c'est difficile. Il aurait fallu qu'ils soient très, très précurseurs et en avance sur leur temps, disons-le comme ça. Donc, je peux comprendre, quand on est rendu à 14 ans, qu'on fait encore des fautes dans notre prénom, de dire, coudonc, elle veut pas. Là. Mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est ça, l'affaire. Là, c'est ça l'affaire. Non, mon Dieu, non, c'est pas vrai. Pour plein de choses aussi, parce que oui, j'ai des problèmes d'écriture, mais même au niveau de l'attention et tout ça, mais c'est pas un manque de volonté. Là, donc, non, c'est ça. C'est pas parce qu'on se force pas. C'est un peu ça que c'était ma vision à moi de ces élèves-là. Les élèves qu'on dit tannants, qu'on dit qu'ils n'écoutent pas, qu'ils veulent pas, j'avais le goût d'aller chercher ces jeunes-là. J'avais le goût de m'adresser à eux, puis j'étais convaincue qu'il y avait une façon de le faire parce que je l'avais fait en camp. En camp, on donnait toujours les groupes de petits gars difficiles. Oui, c'est ça. Quand t'es bonne avec eux autres, Karine, je suis comme, c'est normal, on pense pareil. Oui, exactement. Puis c'est ça. En 2020, je vous amène ailleurs, c'était l'année du confinement, de la pandémie de COVID. Vous avez décidé de vous consacrer à plein temps à l'écriture. Pourquoi? En fait, c'est vraiment là, c'est une question de... Je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc, je menais déjà 2 carrières de front. J'ai publié mon premier livre en même temps que j'ai commencé ma première année en enseignement, préscolaire et primaire. Donc là, j'ai mené les deux un peu en même temps. À un moment donné, la carrière d'auteur grandissait, puis là, ça prenait de plus en plus de place. Les salons du livre et tout ça. Je faisais des entrevues en classe avec mes élèves. C'est comme, OK, là, en silence, là, on est en direct, là. À un moment donné, c'est comme, là, je peux plus être au meilleur de moi-même partout. Faut choisir.
Exact, parce que j'ai toujours enseigné avec énormément de passion. Puis je me suis dit, je veux pas faire les choses à moitié, donc je vais devoir décider où est-ce que je mets toute mon énergie. Puis j'ai décidé de plonger dans l'aventure de la vie de travailleur autonome et d'artiste auteur. Et pour notre plus grand plaisir. Dans plusieurs de vos livres, vous avez le souci de présenter, là, je vous cite, la face cachée des troubles d'apprentissage et de comportement de manière positive. J'aimerais que vous nous parliez de quelques-uns de vos personnages qui sont pas les méchants de l'histoire, mais qui en deviennent les héros par vos mots. Il faut savoir, dans la vraie vie, là, mettons qu'on sort de la littérature, là, dans la vraie vie, beaucoup de personnes avec on dirait des troubles d'apprentissage ont révolutionné le monde. Ah oui. Puis, tu sais, je vais vous citer le plus connu, mais tu sais, Einstein était dyslexique. Tout à fait. Puis là, je pourrais vous en citer plein d'autres. Fait qu'à un moment donné, il faut comme arrêter de diaboliser ces gens-là qui ont finalement changé le monde. Ben oui, tout à fait. Là, dans un parcours scolaire, ils nous tapent sur les nerfs, mais une fois devenus adultes, par exemple, on les trouve extraordinaires. Ben oui. Fait que là, je me suis dit, il y a quelque chose là qui marche pas avec ça. Puis c'est pour ça que j'avais le goût de redonner un peu les lettres de noblesse, en fait. Exactement, aux personnes comme moi. Là, je dis pas que je vais changer le monde, là, on s'entend, là, mais je suis pas en train de dire ça. Mais c'est que ces gens-là pensent différemment, voient les choses différemment. Puis c'est pas parce qu'ils rentrent pas dans le moule qu'ils apportent pas de la bonne eau au moulin, on va se le dire comme ça. Donc, entre autres, là, dans ma série La théorie ratée de l'évolution, probablement c'est celle-là là, qui est la plus campée parce qu'on est dans une école qui est vouée à aider ces jeunes-là. Exactement. Donc, c'est une école spécialisée que j'écris avec ma collègue Chloé Varin. Donc là, la théorie ratée de l'évolution, c'est tous des élèves avec des troubles de comportement et ou d'apprentissage qui se retrouvent à un même endroit dans une école qui les voit. Et qui change le monde. Qui les voit, qui les entend et qui change leur monde. En oui, tout à fait. Ils ont une force c'est important pour moi. Oui, tout à fait. Puis celle-là, dans tous mes livres, en général, j'aime me présenter toutes sortes de personnages avec leur force. Puis, comme vous dites, pas d'en faire des méchants. C'est important pour moi parce que c'est comme ça que certains jeunes vont se reconnaître. Puis ils vont peut-être développer une meilleure estime d'eux-mêmes. Puis quand je vais dans les écoles, je rencontre beaucoup d'écoles. Moi, je fais des conférences, des ateliers scolaires. Puis quand je dis aux jeunes que je suis dyslexique dysorthographique, je vois toujours quelques yeux s'allumer. Parce on peut faire ces jeunes-là aussi ont leur diagnostic. Puis on est dans un monde où on leur a laissé un peu miroiter que c'est un handicap qui va les handicaper toute leur vie. Mais comme attention, derrière tout handicap se cache une force quand même. C'est ça. Puis qu'on peut dépasser ça. Je fais du pouce sur cette idée-là. Quand vous rencontrez vos lecteurs, vos lectrices dans vos visites dans les classes, vous avez l'habitude de leur demander de se fixer un défi, un nombre de livres à lire, en leur disant de vous contacter quand ils l'auront relevé et vous vouliez élargir le défi, toucher le plus d'élèves possible. C'est là que vous avez eu l'idée de lancer le défi à la grandeur du Québec, le défi Karine Paquin que vous avez lancé l'automne dernier. Qu'est-ce que c'est, Karine, le défi Karine Paquin? En fait, c'est une motivation pour les élèves à lire. C'est un défi qui se veut être quelque chose de positif et clé en main pour les enseignants. Parce que là, vous l'avez dit, au départ, je lançais le défi aux classes que je visitais. À un moment donné, il y a un maximum de classes que je peux faire en personne. Puis, j'avais des retombées. Les profs m'écrivaient pour me dire « Ah, les élèves ont été super motivés. » Donc, je me suis dit « Comment je peux avoir un impact encore plus grand? » Puis c'est là que j'ai eu l'idée, comme vous dites, de le lancer à la grandeur du Québec. Pardon. Puis ce défi-là, il a duré de septembre à décembre et j'ai accompagné tous les élèves avec des vidéos dans lesquelles je leur donnais d'autres défis à travers le défi parce que chaque classe s'était donné un objectif de lire un certain nombre de livres, 200, 300, 400 ou 600. Puis je les encourageais aussi à, si jamais ils dépassaient leur objectif, de continuer. Puis on cherchait la classe du Québec qui allait lire le plus de livres. Mais donc c'était une façon d'aller faire une motivation extrinsèque, c'est dans le but de potentiellement créer une motivation intrinsèque. Parce que à partir du moment où l'élève a lu pour un défi, qui a lu le tome 1 d'une série, puis il a apprécié, il
il a participé au mouvement, il a participé à augmenter le thermomètre de sa classe de livres. Mais peut-être qu'il a aimé le tome 1 puis il va aller lire le tome 2, même si le défi est terminé. C'est ça. Donc, c'est un peu ça l'idée, là. Et ce défi, il va revenir en 2026. Oui, ben ça a tellement bien fonctionné. Il faut dire que ce défi-là, je l'ai lancé un peu de façon spontanée là, sur mes réseaux sociaux. Là. Une petite bulle, comme on dit, qui m'est passée au cerveau. Fait que j'ai lancé ça sur mes plateformes, TikTok, Insta, Facebook. Hey, les profs, ça vous tente de donner un défi à vos élèves, puis ça a super bien fonctionné. On a eu des chiffres impressionnants, puis je me suis fait un peu prendre même à mon propre jeu parce que en septembre, j'en ai fait des enveloppes, moi. Oui, parce que vous avez tout fait ça vous-même. C'est ça l'idée, hein? Là, j'espère que vous allez trouver des façons de le rendre plus facile à organiser pour vous. Mais là, je dois quand même dire que j'ai une assistante. Donc, j'ai une assistante qui m'aide, qui m'a aidé au niveau de ce qui est administratif. Mais oui, là, je cherche à agrandir le défi. Je veux que la portée soit encore plus grande. Puis, en même temps, je cherche à comment je peux aller chercher des ressources monétaires aussi, parce que tout ça était sur mes épaules. Oui. Oui. Puis, à travers ce défi-là, il y avait des prix. Oui. Les jeunes, les classes ont gagné des boîtes de livres là, d'une valeur de 200 $ pour plusieurs classes en ont reçu. Donc, quand même pas rien, ça c'est super encourageant. Les enseignants, est-ce qu'ils peuvent déjà inscrire leur classe pour septembre prochain? Oui, en fait, c'est pas une inscription officielle parce que pour le moment, les enseignants n'ont pas leur groupe de l'an prochain. C'est ça. Mais c'est important pour nous, justement, s'ils veulent pas rater le bateau, ils peuvent aller sur ma page web, karinpaquin.com. Puis là, dans la section défis, dans le fond, ils demandent de leur envoyer un rappel. Fait que nous, en l'automne, quand les inscriptions vont être officielles, là, on va envoyer un rappel à ces profs-là de hey, vous aviez manifesté votre intérêt, donc là, c'est le moment. Okay. Donc, tu sais, ça les engage à rien. Mais en même temps, ça leur permet de ne pas l'oublier. Si maintenant ils en entendent parler, aussi bien aller se faire un petit rappel pour l'année scolaire prochaine. Oui. Puis le défi est adapté là, à tous les types de classes, même en adaptation scolaire, préscolaire, tout ce qui est primaire. Oui. Puis en fait, c'est que on a eu beaucoup de messages d'enseignants. Tu sais, au final, c'est plus de 60 000 livres qui ont été lus grâce au défi Karine Paquin. Oh, ça, c'est très impressionnant. Ouais. Oui. Puis les enseignants nous écrivaient pour nous dire à quel point ça avait motivé leurs élèves. Puis moi, au-delà de ça, le défi a terminé en décembre. Donc, depuis le mois de décembre, moi, j'ai fait des salons du livre. Je me suis déplacée dans les classes et j'ai rencontré ces élèves-là. C'était le Salon du livre de Québec dernièrement. Les élèves venaient me voir. Là, on a fait ton défi! Puis là, ils étaient super fiers, super heureux. Fait que j'étais comme, oh, wow! C'était beau de voir ça. Fait que j'encourage vraiment les enseignants à le faire parce que c'est clé en main. Là. Ça leur demande pas grand-chose. Là. C'est pas compliqué. Puis en même temps, c'est déjà dans leur mission d'insuffler le plaisir de lire. Oui. Donc, moi, je les appuie. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les enseignants puissent amener leurs élèves encore un petit peu plus loin dans ce concours-là, parce que en plus de la fierté d'atteindre un nombre de livres lus, l'idée, c'est que ça vienne avec une motivation à lire, puis avec le plaisir de lire. Exact, exact. Ah, tout à fait. Oui, c'est un beau défi. Oui, je vous laisse terminer. Non, mais j'allais dire, dans le défi, je leur donne aussi des défis du genre découvre un nouvel auteur. Si tu n'as jamais lu de documentaire, essaie un nouveau livre de longue vie, un documentaire, une BD, un roman. Je les amène à pousser plus loin puis à élargir leurs horizons. Oui. Et de là est le but de l'éducation. Tout à fait, tout à fait. Je vous remercie, Karine Paquin. Je souhaite longue vie à ce défi que vous proposez pour transmettre la passion, le plaisir de la lecture aux enfants. Sur le site de l'émission, on va retrouver les liens vers les livres que vous avez publiés et dont on a parlé, ainsi que celui vers votre site où on peut trouver toutes les informations pour s'inscrire éventuellement à la prochaine édition du défi Karine Paquin via votre site à vous. Au plaisir, Karine. Hey, merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Hamza, j'ai 14 ans et demi. J'aime tous les livres qui parlent beaucoup de musique, comme ça va m'aider à, quand je serai grand, être soit un bon musicien ou soit travailler avec être un collègue ou être un bon musicien pour la musique aussi.
On accueille maintenant Catherine Chiasson, libraire jeunesse à la librairie Le Renard Perché, située sur la rue Ontario à Montréal. Bonjour Catherine. Bonjour Marie. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve cette année encore, Catherine. On aime votre énergie, votre enthousiasme débordant, en plus des suggestions intéressantes que vous nous proposez. Et on a très hâte d'entendre celle d'aujourd'hui. On vous écoute. Marie, c'est toujours un plaisir de revenir chaque année partager des coups de cœur. Et cette fois-ci, j'avais envie de partager en fait le premier qui était Cache-Cachalot. Et c'est vraiment lui qui a un peu lancé la thématique d'aujourd'hui, qui est un peu une thématique de l'eau, une thématique du voyage, une thématique des vacances. Je ne sais pas si c'est le printemps qui s'installe à Montréal qui m'a donné envie de cette thématique-là, mais on se lance avec en fait un album tout carton de Sylvain Bouton qui me fait beaucoup rire. Donc, on aime bien, qui travaille au 400 coups, mais qui cette fois-ci publie à la courte échelle. Alors, c'est une course-poursuite de 2 pêcheurs qui s'en vont à la rencontre d'un cachalot. Donc, tout au long de ce tout carton-là, on cherche le cachalot. Donc, on demande à l'enfant de le chercher, de le trouver, on lui pose des questions. Et il va s'installer une tension narrative parce qu'on se demande pourquoi ils veulent tant que ça rencontrer le cachalot. Et à la fin, on pense que ça va être la catastrophe, mais finalement, c'est une finale très rigolote. Donc, on vend pas le punch. À découvrir. On ne vend pas le punch, mais c'est quand même une chute là, inattendue et rigolote qui va faire le plus grand plaisir des enfants et des parents également. À la courte échelle. À la courte échelle également. Bon. Le deuxième, en fait, c'est la Symphonie des naufragés, qui est une thématique peut-être un petit peu plus sensible que Cache-Cachalot. En fait, on va retrouver Enzo à l'illustration et au texte pour la première fois chez Fonfon. Ouais. Il s'est inspiré un peu de la corne de brume, de la montée des eaux pour écrire cette histoire-là, ce qui est une fable écologique, donc qui célèbre la force, la solidarité de l'être humain. Donc, on a ici une pensée pour le réchauffement climatique. Ouais. Donc, les eaux sont de plus en plus difficiles à gérer. Et cette jeune fille-là va voir un peu son village inondé par les eaux. Oh. Ce que ça montre, en fait, c'est qu'une fois que l'être humain réussit à s'unir, il va trouver toute l'ingéniosité pour arriver à ses fins. Et c'est pas nécessairement l'argent qui va gagner dans cet album-là, mais bien la force du groupe, la solidarité. Du groupe, la communauté, absolument. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc, c'est un album à mettre entre toutes les mains. OK. Et puis, on enregistre le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Ah, c'est tout à fait dans le thème du jour. Définitivement, tout à fait. Puis ça se veut pas moralisateur, ça se veut vraiment beau. Puis on parle de récupération, donc on crée des objets avec justement avec les déchets finalement. Ouais. Donc ça va être vraiment magnifique. Là. Merci Enzo. Merci Enzo, absolument. Donc quel artiste. Je poursuis avec Les plus belles vacances de Minitaupe, qui est quand même très joli. Ouais. C'est vraiment magnifique. C'est coréen. Oh. C'est chez Sens Dessus-Dessous qui nous donne vraiment des objets très, très beaux, très artistiques. Donc, on va ici à la rencontre de 2 personnages qui sont en marge de leur environnement un peu plus classique. Donc, on a une petite taupe ici qui ne veut pas nécessairement creuser des tunnels, qui va rencontrer une tortue qui, elle, vit dans la forêt. Donc, à force de vouloir retourner la tortue dans son environnement qui est possiblement la mer, eh bien, la petite taupe va créer une petite aventure un peu farfelue, un peu rigolote. Donc, ils vont pas nécessairement s'y rendre de manière de A à Z, d'un chemin conventionnel, exactement. Ce qui va donner lieu vraiment à des aventures rocambolesques. Et arrivé à la mer, on va découvrir que finalement, la tortue, c'était pas une tortue cinéma, c'était la première fois aussi qu'elle voyait la mer. Oh, donc c'était des vacances. Donc, ça fait des vacances exactement. Pour elle aussi. Donc c'était vraiment une petite journée de vacances, mais c'est aussi un album sur la rencontre, puis comment est-ce que toutes nos rencontres vont nous forger en tant qu'être humain, puis vont nous pousser à aller plus loin. Donc, ça va nous amener à nous dépasser. Oui. C'est vraiment très, très joli. Et très sur beau. La découverte de soi-même. Sur la découverte de soi, exactement. Ouais. Puis, sur l'amitié. Ben oui, évidemment. Oui. Sans qui, sans quoi, on ne serait peu de choses. On serait si peu de choses. Exactement. Ouais. Donc, les aventures sont magnifiques, mais elles sont encore plus belles quand on a quelqu'un avec qui la partager. Oui, puis en vacances, c'est encore meilleur. Ah, définitivement. Ouais, définitivement. Donc, un 4e ouvrage que vous nous présentez. Je me permets de présenter, en fait, Méfiez-vous des poissons, qui est un peu
un mélange entre documentaire et album humoristique. Okay. Donc, tu sais, ce qui commençait vraiment comme étant un documentaire un peu sérieux sur la classe des animaux va vraiment dégénérer du moment où est-ce qu'on va commencer à parler des poissons. Parce que l'auteur ici nous invite à nous méfier des poissons, ces animaux un peu rebelles, hors la loi, qui ne répondent justement à aucune règle. Hein, on s'en doutait pas, hein? Mais justement, ce livre-là va vraiment nous amener à voir les poissons d'un œil complètement différent, d'un œil très, très humoristique. C'est rempli de réflexions absurdes, savoureuses. Ça nous met en doute aussi à savoir est-ce que les poissons seront les prochains êtres à dominer le monde. Oh mon Dieu, ils deviennent presque une menace. Absolument, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les poissons? Nul ne le sait, mais il faut faire très attention. D'accord. Donc, méfions-nous des poissons. Donc, ça prend un certain sens de l'humour. Absolument. Puis un certain âge aussi, peut-être? Bien, je pense qu'à partir de 5 ans, c'est quelque chose qui peut vraiment être chouette à étudier, absolument. Ah, c'est bon. Puis, on revient aussi après ça avec la classe animalière, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très... c'est quelque chose de très, très drôle à exploiter, à explorer. Et il est en liste aussi pour le prix des libraires jeunesse. Oui, puis ça, c'est à l'École des loisirs. Oui, exactement, à l'École des loisirs. D'accord. Puis un 5e. Mais un 5e, je me suis permis, en fait, de présenter Si tu pleures comme une fontaine parce que je trouvais que l'eau aussi pouvait être liée aux émotions, aux sentiments. Donc, Si tu pleures comme une fontaine, c'est notre petit ver de terre qui commence le texte vraiment de manière très triste. Et on dit, ben non, c'est pas une bonne idée de commencer le texte comme ça. On veut que les enfants lisent puis l'apprécient. Alors, on dit que pleurer, c'est important. C'est nécessaire. Oui. Mais il ne faut pas pleurer n'importe comment. Il faut réutiliser nos larmes à bon escient. Donc, on apprend que grâce à nos larmes, ben, on peut fabriquer de la pâte à modeler, on peut éteindre des feux, on peut, si on y ajoute un peu de savon, nettoyer le plancher. Donc, ce sont vraiment toutes des solutions à la réutilisation des larmes. Donc, à se dire, tout le monde pleure dans la vie, mais réutilisons. Oh, quelle bonne idée. Absolument. Donc, c'est vraiment, c'est joli, c'est doux, mais en même temps, c'est très comique. C'est drôle. Donc, ça vaut la peine d'être découvert chez Monsieur Ed, donc de Noémie Vola, qu'on aime beaucoup. D'accord. Alors, 5 suggestions, 5 bonnes suggestions. Et tous ces livres, Catherine, les auditeurs vont pouvoir en trouver les références sur le site de l'émission. Je vous remercie, Catherine Chiasson. Merci, Marie. Au plaisir d'une prochaine chronique ou d'une prochaine visite au Renard Perché. Absolument, c'est toujours un bonheur. À bientôt. À bientôt, Marie. Bonjour, je m'appelle Amy, j'ai 16 ans. Mon dernier livre coup de cœur, c'est Méconnaissable par Valérie Jessica Laporte. J'ai aimé ce livre car il est très touchant, je trouve les textes très beaux et je me suis reconnue là-dedans. Merci à vous, bonne journée. Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois plusieurs membres de l'équipe de l'école Jacques Ouellette qui offre un service supra-régional de scolarisation en déficience visuelle à des élèves aveugles et malvoyants. On discute lecture et adaptation. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois toute une équipe en studio et à distance, des gens dynamiques, passionnés, qui font honneur à l'école Jacques Ouellette, le seul établissement francophone qui offre un enseignement spécialisé aux élèves ayant un handicap visuel. D'abord en studio, il y a avec nous Geneviève Blondin, la directrice. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie. Léa Emmanuelle Duval, enseignante au secondaire. Bonjour Léa. Enchantée. Enchantée. Et David Choquette, bibliothécaire. Bonjour David. Bonjour Marie. Et à distance, on rejoint aussi Solange Roussel, qui est orthophoniste à l'école. Bonjour Solange. Bonjour Marie. Et un peu plus tard, durant l'entrevue, on va donner la parole à Thomas Saint-Aubin, qui est, lui, à l'école des Mésanges, du Centre de service scolaire des Mille-Îles. Bonjour Thomas.
Bonjour, Madame Lalonde. Thomas, avec toi, on va parler de ce que tu lis grâce aux services adaptés offerts par les gens de Jacques Ouellette. Et on revient à toi dans quelques minutes. Merci pour ta patience. On va débuter avec Geneviève Blondin. Vous êtes directrice à l'école Jacques Ouellette et vous en êtes une fière ambassadrice. Je vous lance un défi, Geneviève. Parlez-nous de Jacques Ouellette, de sa mission, de ses défis, de sa réalité et des services qui y sont offerts en 5 minutes. Ouf. Défi lancé. Je vais tout d'abord, l'école Jacques Ouellette, vous l'avez dit en entrée de jeu, là, c'est une école spécialisée qui accueille des élèves qui ont une déficience visuelle de 4 à 21 ans. Ouais. Alors, voilà, ça, c'est les élèves qui fréquentent l'établissement, donc sont intégrés dans des groupes, ils font leur français, les mathématiques, le programme de formation là, dans lequel ils sont inscrits, ils le vivent au quotidien à l'école. OK. Et aussi, par la mission de sa bibliothèque, l'école rejoint des élèves qui sont intégrés dans leur école de quartier pour leur prêter et adapter pour eux les livres qu'ils ont envie de lire. Okay. Donc, voilà. Puis l'école, bien, c'est sûr que au départ, cette bibliothèque-là, elle était tout petite. On avait très, très peu de livres, puis on se demandait vraiment comment faire pour arriver à avoir assez de fonds, tu sais, pour rejoindre l'ensemble des élèves, parce que c'était comme un peu pas la seule, mais presque la seule façon d'avoir accès à la littérature jeunesse. Puis on sait que pour les élèves qui sont aveugles, la lecture, c'est souvent un moyen là, quand même privilégié pour comprendre le monde qui les entoure. Ouais. Alors, on s'est dit, ça c'était, tu sais, début des années 2000, notre service de bibliothèque n'était pas encore là... développé tellement, mais on était très préoccupés par le fait qu'il y avait des petits Thomas un peu partout au Québec qui n'avaient pas accès à la littérature. Parce que dans leur bibliothèque de quartier, soit la bibliothèque de la ville où ils demeurent ou de leur école, bien, il n'y en a pas là, de livres en braille ou en gros caractères. Donc, on allait voir les élèves dans leur milieu, puis on parle de nos profs itinérants à l'époque, puis on se rendait compte qu'il y avait vraiment un besoin et tout ça. C'est votre défi, alors? Oui, à l'école, on s'est donné ce défi-là, mais là, il fallait trouver des sous parce que c'est extrêmement coûteux produire des livres. Donc, on avait fondé une fondation pour arriver à ramasser des sous pour payer des gens qui font l'adaptation et payer aussi le matériel, puis toute la gestion des prêts, tout ça. Parce qu'on avait comme peut-être 2000 titres dans notre bibliothèque au départ, puis il y en avait qui étaient vieux, qui étaient désuets. Et là, on est rendu avec plus de 10 000 titres. Là, et mon Dieu, alors 5 fois ce que vous aviez au départ. Ça a été... Physiquement, cette école-là, elle fait partie du Centre de service scolaire Marie-Victorin. Absolument. Mais elle dessert aussi... C'est ça. On appelle ça un service... nous, on est suprarégional, donc un service suprarégional de scolarisation. Donc, il y a d'autres écoles spécialisées au Québec là, à qui le ministère confie le mandat de scolariser des élèves qui ont de très grands besoins. Donc, les élèves qui ont une déficience visuelle, dépendamment de leur profil, ils n'ont pas tous des besoins là, égaux, là, c'est-à-dire à la même hauteur, mais certains ont des besoins là, assez grands pour quitter leur école de quartier, soit momentanément ou sur une plus longue période, pour venir à l'école et y recevoir des services, là, parce que nos groupes sont plus petits, l'enseignement est plus spécialisé, plus adapté. Okay. Donc, puis, adapté en lecture, mais adapté aussi à d'autres niveaux, pour d'autres matières. Oui. Puis, vous l'avez dit, le spectre de l'âge est très large. Primaire, secondaire, puis jusqu'à 21 ans. Oui, c'est ça. Tu sais, je pourrais vraiment parler longtemps de chacun des secteurs où, tu sais, il y a aussi, on a un CFR à l'école Jacques Ouellette. C'est une entreprise, école, où on prépare les jeunes à intégrer le marché du travail. Donc, notre entreprise, elle est adaptée. On va les former pour acquérir un certain niveau là, d'habileté de travail, autant les habiletés manuelles que les attitudes, les comportements, tout ça pour intégrer un milieu de travail. Donc, c'est vraiment une façon là, de former nos élèves pour qu'ils soient qualifiés ensuite et qu'ils puissent participer à la société.
Puis, voilà, notre bibliothèque, bien, c'est sûr que ça, c'est un service qui est étendu même aux élèves qui ne fréquentent pas notre école. C'est ça. C'est comme le bijou qui est accessible à On est l'extérieur. rendu, là, cette année, en comprenant nos élèves, on a une quarantaine, entre 40 et 50 élèves là, à l'école qui empruntent des livres, mais on dessert là, 150 élèves en tout, d'élèves qui... Puis, c'est peut-être pas tous les élèves du Québec qui connaissent non plus notre service. Il y en a qui pourraient y avoir accès puis ils connaissent pas parce qu'ils n'en ont pas entendu parler. Puis, de tous ces élèves-là ont demandé en tout 400 fois des livres. Okay. Donc, Thomas contribue pour beaucoup, là, mais quand même, c'est pas juste lui qui... c'est ça qui fait des emprunts, des demandes. Puis, des fois, on l'a, le livre, des fois, on ne l'a pas. Tu sais, on n'a pas tous les livres à notre école. Ils ne sont pas tous déjà adaptés. Mais si un élève nous demande un livre... Vous allez l'adapter. On l'adapte. C'est ça. Donc, c'est ça la beauté du projet. C'est que finalement, dans les fins des années 2010, là, en 2017, on a commencé à avoir un financement du ministère de l'Éducation là, pour Et c'est une bataille renouvelable à chaque année. Hein, oui, mais je dirais qu'on a quand même convaincu le ministère et c'est pas une... Oui, c'est une bataille. Il faut être vigilant, disons, mais c'est quand même quelque chose qui est maintenant accepté puis encouragé aussi. Tant mieux. Donc, on est capable de... Merci Geneviève Blondin. Défi brillamment relevé. J'ajoute que le site Internet de Jacques Ouellette présente ce qui se passe à l'école avec tout plein de détails accessibles et que je vais mettre le lien sur le site de l'émission. Ça va? C'est gentil, mais oui. C'est un plaisir. Alors, on va parler plus spécifiquement pédagogie, lecture maintenant. Léa Emmanuel Duval, vous enseignez à Jacques Ouellette. Oui. Depuis quand? Quelle matière et à qui? J'enseigne plusieurs matières, en fait, mathématiques, géosciences et dont le français. J'ai une classe d'élèves entre 12 à 14 ans, fait que c'est on a 1, 2 et 3. Okay. Mais comme Mme Blondin l'a dit, plus on a un plus petit ratio d'élèves, on peut se le permettre d'avoir plusieurs élèves de différents niveaux. Avec des besoins différents aussi. Oui, avec des besoins différents, mais ça fait qu'on est vraiment plus concentré sur chaque élève, fait que c'est la beauté de la chose. Et donc, ça va beaucoup influencer comment je vais enseigner la lecture aux élèves, parce que j'ai vraiment un rapport particulier avec chaque élève, ce qui est vraiment fabuleux. Puis déjà, c'est sûr que pour moi, la lecture, c'est un besoin. J'ai besoin de lire. J'aime beaucoup, beaucoup lire. C'est un moyen de stimuler mon imaginaire, de pouvoir aborder la discussion avec les jeunes. Je pense que je suis capable de partager cet intérêt-là avec mes élèves. Parce que la lecture aussi, autant à l'écrit qu'à l'audio, c'est quand même une place très importante pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Là. Comme elle a dit Geneviève, c'est presque l'une des seules portes accessibles pour avoir un vocabulaire puis des univers différents qui sont riches et variés. Oui, tout à fait. Et donc, faisons un lien avec ce que vous venez de dire. C'est la place que la lecture prend dans votre vie, donc elle est très grande. Mais comment ça se passe, l'enseignement de la lecture dans votre classe avec vos élèves? C'est sûr que je les traite quand même comme des adolescents typiques, là, parce qu'ils sont des adolescents typiques. Là. Dans le sens que j'essaie de découvrir avec eux plusieurs types de récits qui vont venir les rejoindre, parce que le but, c'est justement leur faire découvrir plusieurs types de lectures, plusieurs types de récits pour qu'ils développent leur vocabulaire, puis leur univers, puis leur imagerie mentale. Parce que, comme on le sait, ils n'ont pas... le visuel n'est pas accessible pour eux. Donc, ils ont beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas accès, puis ils ont tout cet univers-là qui n'est pas accessible. Fait que c'est à nous de venir leur apporter cet univers-là directement accessible. Fait que je traite comme avec des adolescents, on parle beaucoup, on va beaucoup à la bibliothèque, discuter avec les bibliothécaires, on essaie de chercher ce qui, eux, leur plaît, mais de voir une grande variété. L'horreur, ça fonctionne beaucoup chez les adolescents. Là, ça marche tout le temps. Tout le temps. Mais c'est sûr qu'il va y avoir aussi un enseignement plus spécifique sur le vocabulaire, qu'on va essayer d'aller justement toucher. Des plantes, des textures, puis même des fois des traits du visage. Parce qu'on a un grand vocabulaire sur les expressions. Mais eux, c'est pas quelque chose qu'ils vont nécessairement comprendre. T'sais, dire que quelqu'un est fâché, il y a plein de mots pour l'exprimer. Mais eux, ils vont pas nécessairement comprendre. De toutes les subtilités, les nuances, les subtilités, c'est ça. Tu sais, entre le dégoût, la colère, la gêne, puis tout ça, c'est pas expliqué dans les livres concrets, puis c'est des élèves du secondaire, fait que les livres, c'est quand même des livres de 300, 400 pages, c'est des gros romans. Fait que, puis des fois, juste, tu sais, ils sont très curieux aussi, ils me demandent beaucoup, « Ah, madame, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ah, je le comprends pas, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? » Puis moi, ça me fait toujours plaisir. Fait que là, on essaie de le voir autre qu'on va voir un dictionnaire. C'est, « OK, viens, regarde, touche mes sourcils. » C'est ça, un
les sourcils vraiment froncent, l'expression qu'il veut dire. C'est ça que ça veut dire. OK. Fait que c'est sûr, avoir une bonne proximité avec nos élèves. Ouais. Mais moi, la curiosité, j'encourage toujours ça. Puis c'est sûr que veux pas aussi le fait qu'ils sont aveugles ou malvoyants, ça prend plus de temps. Ouais. Lire un livre en braille, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de l'espace aussi, puis ça prend du temps, effectivement. Ça prend un environnement aussi qui est adapté pour eux, autant pour la lumière, pour le bruit aussi. Ouais. Parce qu'ils sont concentrés, comme tout le monde. Quand on lit un livre, on aime pas ça faire que notre bulle soit brisée. Fait que ça prend un bon environnement, ça leur prend beaucoup de temps, ça prend aussi... Il faut qu'ils répètent beaucoup la lecture pour pas qu'ils perdent le fil de l'histoire, puisque ça leur prend plus de temps. Et aussi, veux pas, la lecture, il faut leur donner ce temps-là, autant à l'école qu'à la maison. Puis il faut leur apprendre des techniques de lecture qui sont un peu différentes, parce que nous, quand on lit rapidement, notre œil fait beaucoup de raccourcis. Ouais. Puis eux, ils peuvent pas faire ces raccourcis-là. Par exemple, un texte qui est plus descriptif, qui doit trouver un mot rapidement dans le texte. Pour un voyant, ça peut prendre 1 minute top chrono. Pour eux, c'est très long. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup des techniques de lecture qu'il faut qu'on s'adapte. Nous, en fait, c'est nous qui doivent s'adapter aux élèves pour qu'ils comprennent puis qu'ils soient capables de l'adapter à leurs moyens qu'ils utilisent. Oui, aux moyens et à cette réalité-là. Oui, et à cette réalité-là. Je vous remercie, Léa Emmanuel Duval. C'est très, très éclairant, tout ça. Avec nous, à distance, on va parler d'adaptation aussi avec Solange Roussel. Vous êtes, Solange, orthophoniste. Pourriez-vous nous rappeler d'abord ce que c'est le travail d'une orthophoniste? L'orthophoniste, c'est un expert ou une experte de la communication et du langage. Ouais. Quand on parle du langage, on parle autant de comprendre, parler, lire, écrire, mais on est aussi expert des apprentissages en lien avec le langage. Okay. Puis en tant qu'orthophoniste qui travaille en milieu scolaire, parce qu'on peut travailler dans différents milieux, j'agis à plusieurs niveaux auprès des élèves, des enseignants, des parents, mais aussi de l'équipe école en général. Puis auprès des élèves comme ceux qui fréquentent l'école Jacques Ouellette, mes interventions ont but de développer la capacité des élèves à communiquer efficacement pour comprendre, mais aussi se faire comprendre. Fait que pour certains, ça va être d'apprendre à produire des phrases, des énoncés verbaux, mais chez certains qui fréquentent notre école, mais ça va être communiquer avec des signes, même des pictogrammes, des photos. Mais tout ça pour les amener à être capables de raconter, de prononcer, d'associer des sons, des lettres, de comprendre et même d'écrire des textes variés. Puis on peut même aller jusqu'à être capable de pouvoir effectuer des tâches comme calculer ou bien raisonner. C'est très, très vaste. Merci pour ces précisions-là. Avec les gens qui fréquentent l'école Jacques Ouellette, c'est nécessairement... il est question d'adaptation, nécessairement. J'aimerais que vous me parliez de 2 stratégies particulièrement utiles pour la lecture et la compréhension. D'abord, la LIE, L-I-E, c'est la lecture interactive enrichie. Et puis après, les boîtes à histoire. Qu'est-ce que c'est donc ces 2 stratégies-là particulières? Bon, alors pour commencer, la LIE, la lecture interactive enrichie, on reconnaît depuis tout le temps que la lecture à voix haute des livres pour les enfants, c'est reconnu vraiment un bienfait pour les enfants. Tout à fait. Puis avec la pratique de la lecture interactive enrichie, que je privilégie actuellement avec mes interventions en classe, ça diffère vraiment de la lecture traditionnelle parce que avec la LIE, on réunit toutes les conditions qui permettent d'optimiser l'apprentissage, la littératie chez tous les enfants, incluant ceux qui sont plus vulnérables, comme qui est notre clientèle souvent. Alors, la LIE, c'est une façon de lire des histoires, que ce soit en groupe ou seul avec un seul élève, où on va vraiment favoriser des échanges entre l'élève et l'adulte qui lit. Okay. Cette interaction-là est riche en apprentissage pour l'élève parce que l'adulte est encouragé à faire des pauses lors de la lecture pour poser des questions ou enseigner des nouveaux mots. C'est pour ça qu'on parle de lecture enrichie, parce que c'est pas juste d'écouter l'histoire, on participe, il y a vraiment une interaction. Donc les enfants sont actifs. Oui. Et puis, dans cette méthode-là, ça implique qu'en lisant avec les élèves, l'adulte ne se concentre pas seulement sur un seul aspect du langage, comme par exemple le vocabulaire, mais il va aller toucher plusieurs composantes parce qu'il est reconnu par les recherches que de travailler plusieurs choses conjointement, ça améliore, c'est plus bénéfique. Alors, dans ces activités-là, on va aller développer des concepts de la conscience de l'écrit, comme par exemple toutes la fonction du titre, savoir comment
où on commence à lire, on commence à gauche, tout ça. On va travailler le vocabulaire littéraire parce que dans les livres, il y a un vocabulaire qui est beaucoup plus différent. Qui est spécifique, en tout cas. Oui, qui est plus spécifique que dans la conversation de tous les jours. Puis en apprenant à comprendre le sens de ces mots-là, quand ils vont être rendus à lire eux-mêmes les livres, mais ils vont mieux comprendre tout ce vocabulaire-là. On va travailler les inférences, de faire comprendre certains liens dans l'histoire, mais aussi on va inclure aussi la conscience phonologique, qui est toutes les tâches qui nous permettent de manipuler les mots, les sons dans les phrases. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Pour chaque composante, il va y avoir un enseignement explicite fait par l'enseignant. Oui. Et puis, pour que ça fonctionne bien, on fait la lecture plusieurs fois d'un même album jeunesse. Donc, on répète. On répète. Alors, ça peut paraître un peu redondant, mais finalement, à chacune de ces lectures-là, ça va être présenté différemment. Mm-hmm. Lors de la première lecture, on présente les concepts qu'on a choisis, puis on les explique de façon explicite. Alors là, par exemple, on va choisir un mot de vocabulaire, on va choisir une habileté de conscience phonologique qu'on va expliquer, puis même, par exemple, pour le vocabulaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être même faire vivre aux jeunes de faire un mime pour bien comprendre le sens du mot, comme le mot escalader. On va mimer l'action d'escalader. Là, on rentre vraiment dans... Les élèves sont actifs lors des activités. Tout à fait. Solange, je vous ramène dans le temps parce que je serais bien... Puis je sais que il y a plusieurs composantes dont vous vouliez parler, mais je serais bien curieuse avec le temps qui nous reste que vous nous parliez aussi des boîtes à histoire. Alors, je vous lance là-dessus. Qu'est-ce que c'est les boîtes à histoire comme stratégie que vous utilisez à l'École Jacques Ouellette? Bien, il est certain qu'il faut retenir qu'à l'École Jacques Ouellette, les élèves ont une déficience visuelle. Alors, tout ce qui est dans un livre, il faut qu'ils aient accès aussi au texte. Alors, les livres sont souvent adaptés en braille, mais aussi les images et l'illustration doivent être décrites par la personne qui lit, mais aussi peuvent être projetées peut-être au TNI. Alors, pour certains élèves, il y a un comité, là, on se posait la question, mais pour faciliter, dans le fond, l'apprentissage de la lecture puis développer la littératie des élèves qui sont non-voyants, il y a un projet en cours qui est les boîtes à histoire, où dans une boîte, il y a un livre, mais certains éléments du livre sont associés à des objets pour que l'élève puisse aller mieux comprendre les concepts en allant manipuler des objets. C'est pas tous les mots de l'histoire qui sont... des mots-clés, c'est des mots-clés. C'est pour essayer de développer, dans le fond, pour mieux comprendre le vocabulaire, mais aussi développer la création d'images mentales ou de certains concepts qui ne sont pas faciles à acquérir pour des élèves qui ont une déficience visuelle. Ah, merci. Tout ça vient avec des objets qui sont dans une boîte, puis il va y avoir un guide, puis ça va pouvoir être utilisé, emprunté via notre bibliothèque. Ah, c'est vraiment génial, ça, comme stratégie. Ouais. Merci, Solange Roussel. Et merci. Je donne la parole à David Choquette maintenant. David, vous travaillez comme bibliothécaire à Jacques Ouellette. Sur le site de l'école, on peut lire que votre bibliothèque est nationale. Geneviève nous en a parlé brièvement. Qu'est-ce que vous offrez comme service et à qui? Mais comme l'a dit Geneviève tantôt, notre bibliothèque, c'est une bibliothèque scolaire nationale. Donc, on envoie les titres, peu importe où vous êtes au Québec, pour les élèves non-voyants ou malvoyants. Donc, l'objectif, c'est leur donner le goût de la littérature et donner l'accessibilité au livre, justement parce que le livre en noir ou le livre original, il n'est pas accessible, donc il faut qu'il soit adapté, soit en braille pour les non-voyants ou en agrandi pour ceux qui sont malvoyants. Okay. Donc, on fait ces envois-là via une entente avec Post Canada, donc c'est gratuit, puis c'est envoyé à l'école de l'élève. Et vous en faites la production? Oui, aussi. C'est ça. Donc, le service de production adapté, le SPA. Donc, on travaille avec le SPA. Ils font soit que les livres sont déjà dans la bibliothèque et on a juste à faire l'envoi, ou si c'est une demande précise et dont on n'a pas le titre, on fait l'adaptation, tout dépendant du format qui est voulu. Il y a un service de référence aussi. Ouais. Donc, si le titre est précis, je veux avoir, je sais pas moi, un livre d'Élisée Ravel, on peut l'envoyer. Mais si c'est, je veux avoir un livre sur les pompiers pour un élève de première année, bien entendu, il faut que la technicienne en documentation, Anne,
doit faire de la référence ou sonder un petit peu le besoin. Oui. Donc, ce service-là est fait à l'extérieur, donc national, parce que c'est dessert le Québec en entier. Au Québec, c'est ça. Exactement. Et chaque année, vous organisez à Jacques Ouellette des événements littéraires particuliers qui mettent la littérature jeunesse en valeur. Avez-vous des exemples de ce que vous avez déjà fait? Oui, je vais essayer de faire ça. Je vais en faire 3 qui sont reliés quand même entre elles. Donc, la première activité que nous avons fait, c'est avec les 400 coups, avec Nicolas des 400 coups, où on a invité l'autrice et l'illustratrice du titre « Ouvrez grand ses oreilles ». Donc, ils étaient en virtuel pour présenter ou faire un lancement de ce livre-là. Et vous étiez pour faire la lecture, ce qui permettait justement aux élèves non seulement de se faire raconter une histoire, mais de voir la différence entre l'illustratrice et l'autrice. Donc, ça permet à eux aussi de voir qu'il y a une création qui peut être possible de leur côté, même s'ils sont non-voyants, malvoyants. Donc, l'illustration est un peu mise de côté. Cependant, la création ou les histoires, ils en ont dans leur tête. Leur vie est en soi une histoire super intéressante à raconter. Donc, c'est un peu mon rôle que j'essaie de développer, c'est de créer des rencontres avec plusieurs personnes de la chaîne du livre, que ce soit l'éditeur, l'illustrateur, l'auteur ou l'autrice. Donc, justement, pour leur montrer cette chaîne-là. D'accord. Puis, parlons de l'événement de cette année, qui était autour du livre sur la musique. Donc, vous aviez aussi un orchestre, donc une collaboration avec l'école secondaire. Félix Leclerc. Félix Leclerc. Oui, je glisse subtilement. Justement, je vous disais tantôt que c'était lié. Après celui des 400 coups, on a fait rapidement avec Fonfon La petite fille au papier Emery, où vous étiez là encore aussi, avec plaisir. Puis, on avait fait, c'était Myriam qui avait fait ça, des boîtes pour représenter justement les personnages, pour permettre aux élèves de toucher le papier Emery. Puis ensuite, il y a Amy qui nous a parlé de l'enfant orchestre avec Fanny Rainville. Et moi, merci David, vraiment, je vous coupe la parole parce que je l'ai précisé en début d'entrevue, on revient maintenant à Thomas Saint-Aubin. Thomas, tu as fait preuve d'une patience remarquable. On salue aussi Francis Bourdua, le technicien en éducation spécialisée qui t'accompagne à l'école des Mésanges, au centre de service scolaire d'Émile-Île. On vous rejoint tous les deux. Rebonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Madame Lalande. Thomas, tu es un élève de quel niveau, toi, à l'école des Mésanges? Moi, je suis un élève de 6e année à l'école des Mésanges. Je fais partie du programme en intensif. Donc, je fais la moitié de l'année en anglais puis la moitié de l'année en français. Ah oui. Puis, de quelle façon, Thomas, l'école Jacques Ouellette est utile pour toi? Elle m'est utile pour ma lecture personnelle et la lecture en groupe. Donc, si on a un livre obligatoire. Et puis, moi, j'aime beaucoup commander des livres. Puis, donc, je déduis que tu aimes lire. Oui, en effet, j'aime beaucoup lire. Est-ce que tu lis les livres en braille? Oui, je les lis en braille en grande majorité. Ouais. Donc, j'aime beaucoup plusieurs livres, dont Les Fantastiques, puis il y en a énormément, Jacques Ouellette. Ah oui! Et est-ce que tu pourrais, Thomas, nous parler d'un de tes coups de cœur de lecture? J'ai environ 2 coups de cœur. J'ai Percy Jackson, que j'ai fait tout produire, le 1 à 7, puis par la bibliothèque de Jacques Ouellette. L'auteur qui s'appelle Rick Riordan, puis la maison, c'est Michel Albin. Et puis j'en ai un deuxième. Il y a Harry Potter puis L'Enfant Maudit, que j'ai également fait produire. OK. Et par la maison de Gallimard Jeunesse. Oui. Puis j'ai commandé plein d'autres livres comme Épouvanteur qui était déjà
en bibliothèque, Chevalier d'Émeraude, Le Tome Zéro, Les Secrets du Dragon et plein d'autres titres comme ça. Donc, tu aimes le fantastique, c'est ce que je comprends, parce que tu nous donnes des titres qui sont vraiment dans ce genre-là. Revenons à Percy Jackson, parce que c'est le premier que tu as nommé. Qu'est-ce qui te plaît dans cette série de livres-là? Pourquoi tu aimes ça, cette série-là de Percy Jackson? J'aime beaucoup ça à cause que c'est une série de livres qui est mélangée entre la fantaisie et l'action. OK. Donc, ça n'arrête jamais vraiment. Il y a tout le temps un nouveau rebondissement, des choses comme ça dans l'histoire. OK. Donc, j'apprécie ce type de lecture. Donc, Harry Potter aussi, tout ça, c'est pas mal mon type de lecture. Puis ça t'amène dans des univers qui sont complètement différents, qui sont complètement... En fait, c'est un peu dans la réalité, mais aussi qui ouvre des portes vers l'imaginaire, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, Percy Jackson, c'est un livre mythologique, mais que les personnes, c'est des personnes qui auraient pu exister, mais l'aventure a été créée, mais les personnages, ils sont demi-dieux et tout. Donc. Ah oui, ils sont demi-dieux, donc en fait, on rêve d'être demi-dieux nous-mêmes, hein, toi et moi. Thomas, écoute, vraiment, je te remercie, Thomas. Merci beaucoup à Francis Bourduas qui t'accompagne. Je voudrais dire merci aussi à toute l'équipe de Jacques Ouellette. Merci Geneviève Blondin, Léa Emmanuel Duval, Solange Roussel et David Choquette. Je vous remercie parce que vous faites chaque jour des petits et des grands miracles. Longue vie à l'École Jacques Ouellette et à tout ce que vous offrez comme service. Merci. Merci, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup. Bye, Thomas. Merci. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et collaborateurs, l'autrice Karine Paquin, Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché, l'équipe de l'École Jacques Ouellette, Geneviève Blondin, Léa Emmanuel Duval, Solange Roussel et David Choquette, ainsi que Thomas Saint-Aubin et Francis Bourduas, Michel Brûlé pour le soutien à la préparation, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, Patrick Favreau, chef des opérations, production et diffusion, et Jean-Sébastien Laliberté, directeur de la radio. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain, au début juin, pour la dernière de la saison.